moi, je suis Guillaume de Montgolfier. Je suis coach professionnel certifié. Je suis à mon compte. Voilà, vous voyez derrière moi mon bureau qui se trouve juste à côté de la gare. Moi, j'interviens, je suis un peu un spécialiste de la posture professionnelle, c'est-à-dire la manière dont on habite son costume à un instant T. Et je me considère comme un passeur de lumière pour des personnes qui se trouvent à des carrefours et qui sont un peu dans le brouillard et qui ont besoin de retrouver de la lumière. Voilà. Ce que je voulais faire, c'était vous parler de 4 points. Le leadership, la posture, la crise, le sens, et puis un 5e point qui est la posture du leader en situation de crise. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vais essayer d'être court, donc je vais peut-être aller un peu tambour battant. Dans le pire des cas, vous pourrez toujours revoir la vidéo. Et puis, voilà, si ça vous intéresse, je pourrais même vous envoyer le PDF de cette présentation. Voilà. Alors, le leadership, pour moi, si vous voulez, c'est la capacité que l'on peut avoir à guider, influencer, inspirer des hommes et des femmes pour aller ensemble au-delà de ce qui est présent. Et j'ai essayé de me fabriquer ma propre définition en m'inspirant évidemment d'autres choses, mais il y a vraiment cette notion de pouvoir guider, inspirer et aller au-delà de ce qui est présent. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est ce qui va faire la différence avec le management, dans lequel, en fait, je gère ce qui est présent. Hein, et je ne suis pas forcément à vouloir embarquer vers un au-delà. Ça, c'est la définition, donc ça vous permet comme ça de comprendre dans quel cadre, en fait, je situe. Alors, pour moi, un leader, si vous voulez, il y a 4 attributs fondamentaux qui sont, vous voyez, avec un axe vertical, un axe horizontal. L'axe vertical, c'est un axe qui se situe entre sens et conscience, et l'axe horizontal entre solidité et agilité. Le leader va essayer de se situer dans ces 4 dimensions-là. La dimension du sens, évidemment, compte tenu de la définition que je vous ai donnée, le premier point, c'est est-ce que j'arrive à me projeter dans un au-delà? Le leader, on parle souvent de vision, on parle de... En fait, peu importe les mots en réalité. Oui. Ce qui est important, c'est de dire comment est-ce qu'à un moment donné, je fabrique mon imaginaire, j'essaye de me projeter moi dans un au-delà de ce dans quoi je suis pris. Et notamment quand on parlera de gestion de crise, vous voyez, ça va être important d'arriver à se situer dans cet au-delà. Alors après, il y a une dimension d'enthousiasme, ça c'est quelque chose qui vient du général de Villiers, qui a fait une conférence pendant le confinement qui était tout à fait passionnante avec Turning Point. Si vous ne l'avez pas vue, je vous inviterai à la regarder. Il y avait aussi Hubert de Boisredon, qui est le patron de son entreprise, mais aussi d'une entreprise qu'il a complètement libérée, etc. Très, très, très intéressant. Alors, le 3e point, c'est un point sur le sens porté dans des valeurs et des convictions. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que je porte au fond de moi? Ça va être un point très, très important. Et donc, je suis guidé par ça. En fait, c'est ça qui va donner du sens. Et puis, le 4e point, c'est le sens du collectif. C'est-à-dire que si je suis centré simplement sur mes intérêts propres, eh bien, en fait, très vite, je vais perdre ma capacité à être un leader. Et donc, comment, en permanence, je me situe au service du collectif? Ça va être un point important. Je continue. La conscience, vous voyez, la conscience, ça va être, et ça, vous allez vite voir le pendant, c'est-à-dire que pour pouvoir me situer au-delà, être dans l'enthousiasme, porter des valeurs, et puis vraiment, le premier point de la conscience, ça va être la conscience de moi-même, c'est au fond, quelle est ma propre philosophie de l'identité? C'est-à-dire, comment je considère l'être? Comment je considère le faire? Comment je considère le temps? Qu'est-ce que c'est pour moi la relation? Vous voyez? Et on n'a pas le temps de creuser, on pourrait y passer des heures en fait, hein, évidemment à ça. Hein. Mais c'est fondamental que le leader prenne un temps pour faire la lumière sur cette question-là.
voyez, par exemple, je vais prendre juste un exemple sur le rapport au temps. Le rapport au temps, dans la plupart des entreprises, nous sommes dans un rapport au temps qui est contraint, vous voyez, qui est dans la rapidité. Eh bien, quand je suis un leader, il va falloir que j'arrive à me dire qu'est-ce qui doit se faire dans la rapidité et qu'est-ce qui doit se faire dans la durée. Voilà. Tout à l'heure, Bruno exposait le fait qu'il y a eu du temps pour construire quelque chose avec la Hollande. Eh bien, à un moment donné, il va y avoir aussi des temps dans lesquels il faudra qu'on fasse des choses très rapidement. Voyez, poser certains actes symboliques très rapidement. Voyez. Puis en même temps, après, relaisser aussi du temps à certaines choses. Donc, si je suis tout le temps dans le rythme trop rapide, il y a des choses qui ne marcheront pas. Et en même temps, si je suis dans un rythme qui est trop lent, il y a des choses qui ne marcheront pas. Donc, il y aura, le deuxième point de la conscience, c'est le travail sur soi. C'est-à-dire être conscient de moi, être conscient de ce qui se passe chez les autres, et donc être conscient de points comme mes fragilités et mes émotions. Voilà, mes fragilités, c'est quoi? Est-ce que je suis dans une projection d'une image de moi-même qui est dans la perfection, par exemple? Ça va être compliqué si je suis leader, parce que je vais faire des conneries tout le temps, en fait. Voilà. Alors, il y a le troisième point qui est un point qui découle des deux premiers, c'est l'alignement par rapport à moi-même. Comment est-ce que je suis aligné? Comment est-ce que je suis solide, vous voyez? Ou est-ce que j'ai l'impression que je suis en décalé, etc. Et comment est-ce que je mets en travail cet alignement? Et puis, le dernier point sur la conscience, c'est, en fait, qu'est-ce que j'assume comme responsabilité? Au fond, j'assume quoi? Vous voyez, ça peut être une question un peu importante. J'ai oublié de vous dire que je me fonde, en fait, pour vous parler de tout ça, d'un certain nombre de leaders que j'ai accompagnés. Voilà. Et puis, je me fonde sur des personnes pendant le confinement et depuis le confinement, avec qui j'étais en proximité, notamment le leader d'un gros cabinet d'expertise comptable, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le leader d'une grosse PME de 350 personnes qui est à Toulouse. Et puis, je m'appuie sur une drôle d'expérience que j'ai faite pendant le confinement, d'être devenu le leader d'un collectif au début, on était 10, puis 20, puis 30, puis 40, puis 80 coachs professionnels comme moi, qui sont tous des indépendants, donc il n'y a rien qui nous relie, et qui nous sommes mis au service, solidairement au service des personnes, et aujourd'hui au service des collectifs, qui se sentent fragilisés par la crise qu'on a vécue et qui se sentent fragilisés ou en difficulté dans une crise. Et c'est ce qui apparaît d'ailleurs au-dessus de ce slide, vous voyez, c'est le logo, le site internet qu'on vient de créer qui s'appelle accompagnementsolidaire.com. Et c'est très intéressant parce que j'accompagnais des leaders et tout d'un coup, je me suis retrouvé, moi, en posture de leader. Vous voyez, à devoir faire vivre 80 personnes qui, en plus de ça, n'ont rien à voir, qui sont voilà, juste animées par une volonté de faire du solidaire. Donc voilà, je peux vous partager de temps en temps aussi comment je l'ai vécu. Et évidemment, je n'est certainement pas un exemple à suivre, mais c'est pour vous partager aussi des éléments. Alors, les deux autres points, c'est les attributs du leader, la solidité. C'est-à-dire que le leader, il a besoin, même s'il est en fragilité intérieure, il a besoin d'apparaître dans une certaine forme d'assurance. Il a besoin de faire preuve d'exigence. Il a besoin de courage et il a besoin de faire preuve de persévérance. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que, et si je n'y arrive pas bien, alors il s'agit de faire un travail sur moi et de regarder où est-ce que je vais pouvoir ancrer mon assurance, comment je vais pouvoir formuler mon exigence, où est-ce que je vais pouvoir aller attraper les ressorts de courage, vous voyez, pour pouvoir tenir, en fait, hein, dans mon rôle de leader. Et puis, j'avance vite, puis on reviendra sur tout ça. Hein, et puis, ce qui est de l'ordre de l'agilité, c'est comment je me mets dans une logique d'écoute de l'autre et des autres, des signaux faibles, vous voyez, qui apparaissent. Voilà. Il y a quelque chose qui m'est apparu, alors là, pour vous partager quelque chose dans mon expérience là, avec l'accompagnement solidaire, et une coach qui est très expérimentée, qui est très brillante dans ce groupe, et c'était très compliqué pour moi parce que je me sentais parfois, j'allais dire, un peu tout petit par rapport à quelqu'un qui a vraiment une très... vraiment beaucoup d'expérience. Oui.
Et puis, je me suis systématiquement mis à son écoute. Et à un moment donné, je me suis aperçu que quelque chose qui n'allait pas parce que j'étais plus aligné, parce que je l'écoutais trop. Et je me suis aperçu qu'en fait, elle avait raison, mais qu'elle avait raison trop tôt. Et donc, je le lui ai dit. Et elle m'a dit, bah, c'est OK, tu as raison. Et donc, ça m'a permis de repartir sur quelque chose. En fait, elle voulait nous inviter à réfléchir beaucoup sur le sens de notre collectif, alors même que ça faisait 3 semaines qu'on était en train d'être créé, qu'on était convaincu qu'il y avait une espèce d'ébullition, etc. Et finalement, c'était trop tôt. Et donc, je lui ai dit ça. Et en fait, on est revenu au bout de 5 à 6 semaines, donc on a laissé passer 3 semaines, par exemple, d'opérationnalité, où on a pu se poser et réfléchir au sens de ce qui nous rassemblait. C'était très, très riche de faire ça. Et donc, elle a accepté aussi d'attendre et de mettre pendant 3 semaines ce qu'elle portait et ce qui était très important pour elle. Donc, cette écoute, elle est très importante, cette souplesse, vous voyez, et en même temps, c'est pour ça qu'il va y avoir cette contrebalancée par cette exigence ou en tout cas cet alignement. Donc, il y a l'ouverture, il y a la confiance aux autres dans l'agilité. C'est-à-dire que quand on veut être un leader, et notamment en posture de crise, en situation de crise, il va falloir qu'à un moment donné, on lâche et qu'on fasse confiance. Et ça, c'est compliqué. Surtout si on est habitué à contrôler, en fait. Mais il faut le faire, en fait. Et il faut le faire en se disant, quel est le sens, on va y revenir après, mais quel est le sens que je donne, en fait, de faire ça. Et donc, si c'est clair le sens, si ma vision, si ce vers quoi, au-delà de quoi je me situe est clair, à ce moment-là, c'est pas compliqué de faire confiance parce que si on l'a bien partagé, parce qu'après on pourra recadrer tranquillement, en disant, bah, tu vois, là, ça ne va pas dans le bon sens. Voilà. Et puis le dernier point dans l'agilité, c'est oser la créativité. C'est le leader, oui, il va essayer à un moment donné d'être dans l'équilibre entre ce qui permet de la solidité, qui sont des points d'ancrage et des cadres, et en même temps, oser faire des choses qu'on n'avait pas encore l'habitude de faire. Ça va? Alors, je continue, je vous ai dit que je déroulerais, je continue. Après, je voulais revenir avec vous sur un point qui est ce que j'appelle la posture. Qu'est-ce que c'est que la posture? Alors, la posture, pour moi, oui, c'est la manière dont je porte et dont je vis, à la fois à l'instant et à la fois dans la durée, le costume qui m'est confié. Voilà. Je porte un costume, là je porte un costume de DRH, je porte un costume de responsable de service, un costume de patron de boîte, etc., avec l'entreprise. Parce que quand je ne suis plus dans mon costume de DRH, je suis dans un costume de membre d'une association, je ne sais pas quoi, je suis, tout à l'heure Marianne disait maman, ben, je suis maman avec ma famille, je suis papa là, etc. Et donc, quelle est la bonne posture, vous voyez, dans le costume qui m'est demandé d'habiter là à l'instant, dans cette situation-là. Donc, on va voir, la posture est un drôle de mot, c'est un mélange de position et à la fois d'allure. Voilà. Alors, vous allez voir, j'ai fabriqué un acrostiche pour essayer de comprendre qu'est-ce qui définit une posture. Alors, la posture, pour moi, la première chose, c'est la question de la place. C'est une question fondamentale, c'est à quelle place je me situe. Vous voyez ? Quand je suis en train de faire les choses avec toi, vous voyez, dans le costume dans lequel j'habite, là, est-ce que j'ai besoin d'être proche ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, que je me mette dans une logique d'éloignement? Il y a des fois, vous voyez, dans lesquels j'ai besoin de manifester de la proximité, ça va être très important. Et il y aura des moments où j'aurai besoin de me mettre dans un côté très lointain, j'aurais presque envie de dire, avec un côté presque inaccessible parfois, pour que les autres puissent se raccrocher à une image un peu lointaine et donc commencer à se projeter. Oui. Si je le fais, c'est toujours guidé par du sens. Si je me mets dans du lointain, ce n'est pas pour être éloigné des gens. C'est parce que dans le lointain, ça permet de montrer ce qui est de l'ordre d'une boussole, enfin de l'ordre d'une étoile polaire. Vous voyez. En étant dans le lointain, je permets aux gens de commencer à se projeter dans le lointain. Mais en même temps, ils ont besoin d'être dans la proximité. Et quand on est en situation de crise, eh bien évidemment, on va jongler avec ces deux questions-là, ces deux questions de la place. Il va y avoir aussi la question, vous voyez, dans la question de la place, est-ce que j'occupe une place au-dessus ou en dessous? Est-ce que je me place véritablement comme quelqu'un qui vous donne des guides, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, je me place un peu à votre service? Je
me place en dessous de vous. Vous voyez. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas très simple. Hein, mais, et vous voyez, la posture, ça va être le fait d'ajuster cette question de ma place. Hein, ce que j'appelle la conduite. Est-ce que je suis devant ou est-ce que je suis derrière? Vous voyez. Est-ce qu'il y a la question aussi de l'inclusion? Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je fais partie de votre groupe? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je me mette en dehors de votre groupe? Oui, typiquement dans l'accompagnement solidaire, parfois, je lançais des groupes de travail, savoir qu'est-ce qu'on allait faire, sur quel champ on allait mener, etc. Et de temps en temps, j'étais dedans, de temps en temps, j'étais dehors. Bon, puis de temps en temps, je me suis planté en étant dedans. De temps en temps, je me suis planté en étant dehors. Hein. Surtout, je n'ai rien fait de parfait, oui. Mais en tout cas, à chaque fois, vous voyez cette question-là, en fait. Hein. Donc, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis à la bonne distance des uns et des autres? Hein. Bon, c'est une question. Alors après, le deuxième point de la posture, c'est la question de l'ouverture. Au fond, là, c'est la question de l'ouverture par rapport à l'inattendu. C'est-à-dire comment j'accueille l'inattendu. Alors évidemment, quand je suis en situation de crise, c'est une question majeure. Si je suis dans une posture de rigidité, vous voyez, de manque d'ouverture, ça va être compliqué, parce que dans la crise, il n'y a que de l'inattendu. Et donc, là, ça reboucle évidemment avec la posture du leader sur ce que je vous disais sur la conscience de soi. Quelle conscience j'ai de moi et comment est-ce que j'ouvre mes représentations? Donc, comment, là, moi, Patrick, moi, vous voyez, Séverine, comment je vais me mettre dans une logique d'ouverture par rapport à ce qui est et de compréhension de ce qui va se jouer en moi. Si je ne suis pas conscient de ce qui va se jouer en moi, alors je risque d'être dans une posture qui ne sera plus adaptée. Voilà. Je continue. Le troisième point de la posture, c'est un point qui est fondamental, c'est la question du sens de mon job. Au fond, le costume que je porte, eh bien, c'est quoi le sens de ce costume, au fond? C'est-à-dire, je prends une posture de leader, mais c'est quoi le sens pour moi de leadership? Vous voyez, moi, je vous ai donné tout à l'heure ma vision, c'est la mienne. Et puis après, vous la prenez, vous l'empruntez, vous en faites autre chose, et vous avez une autre vision du leader, et c'est parfaitement OK. Vous voyez. Mais la vraie question, c'est, là, quand j'habite ce costume, je le fais au service de quoi? Et si je suis policier, qu'est-ce que je fais quand je suis en train de discuter avec la personne en face de moi? Est-ce que je suis un représentant de l'ordre? Est-ce que je suis un défenseur du public? Quelle est la manière dont j'habite ce costume-là? Et au service de quoi? Avec quel sens ça a? Quand je suis dans mon rôle de chef de service, pour Séverine par exemple, il y a la question, c'est quel est le sens pour moi d'être un chef de service? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, eh bien, quels sont les enjeux qui sont associés à ce costume? Je suis au service de quoi? Et donc après, va se poser la question de dire quelle est la juste science, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien les compétences? Bon, par exemple, pour moi, accompagnement solidaire, c'était intéressant parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup accompagné des leaders. Je n'avais jamais été leader d'un groupe de 80 personnes, je peux vous dire. Oui. C'est intéressant de voir qu'on accompagne des gens parfois. Bon, c'est possible, hein, ça marche. Mais c'est intéressant de le vivre soi-même. Il y a des trucs, parfois, je me disais, là, je ne sais pas faire. Alors, c'est intéressant de se dire, voilà, ce que je peux faire avec quelqu'un d'autre. Et je vois les leaders que avec qui j'ai pu être en proximité, eh bien, c'était pareil. J'étais au service de quoi, tout d'un coup, je vais prendre cette posture-là. Donc, c'est vraiment la question du sens. Je continue. Alors, dans la posture, souvent, le mot posture, il est souvent assez rapidement associé à la question de l'attitude. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attitude? L'attitude, ce n'est pas le comportement. L'attitude, c'est la disposition intérieure qui me fait choisir un comportement. Et dans quelle attitude intérieurement je me place pour pouvoir bien prendre le bon comportement. Et donc, il y a une question de rapport au sens que je viens d'évoquer. Donc, ensuite, je vais pouvoir prendre le bon comportement, c'est-à-dire le langage corporel, le langage verbal, l'engagement dans la mêlée, qui sera adapté à ça. Et je vais prendre le comportement en termes de rythme aussi. Est-ce que là, il faut qu'on aille vite, très vite?
Je ne sais pas comment vous avez réagi dans le, vous voyez, dans le confinement, etc. Il fallait à un moment donné réagir vite sur certaines choses. On va y revenir après, hein, sur par exemple la psychologie de communication. Mais donc, l'attitude, c'est quel est le choix que je fais. En fait, c'est la manière dont je me situe à l'intérieur de moi pour pouvoir prendre le. Et donc, c'est quelque chose qui va idéalement être monté en conscience. Alors, on est rarement complètement dans la conscience, hein, parce que parfois, tout ça va se faire aussi avec beaucoup d'intuition. C'est à ce moment-là, voilà comment je vais m'y prendre. Hein. Mais plus je vais pouvoir me réserver en tant que leader des zones, des espaces pour réfléchir à ça, plus je serai adapté. Le leader qui ne serait que dans le rythme, eh bien, à un moment donné, il va perdre de la puissance dans son leadership. Tous les grands leaders font ça. Il y avait Olivier Lajousse, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ancien amiral de la marine française. Et c'est très intéressant parce qu'il explique qu'un jour, il s'est retrouvé, il était commandant, commandant de, je ne sais plus si c'est un porte-avions, en tout cas une grosse frégate, etc., au moment de la guerre du Golfe. Et donc, il y avait le commandant d'un bateau américain qui n'était pas loin, etc. Et il avait l'habitude de prendre des temps où il s'enfermait et pendant 2 jours, 3 jours, il laissait complètement les clés du bateau à son second et lui prenait le temps de complètement se réaligner, de réfléchir au sens, etc. Donc, il faisait un choix de comportement qui est un choix de retrait complètement. Et il y a eu un jour où il y a eu un peu une espèce de crise et il s'était retiré et son second savait parfaitement que même dans ce cas-là, on ne pouvait pas le déranger. Donc, le second a très bien géré. Et l'amiral, le commandant du bateau américain est venu le voir en disant « Je ne comprends pas votre attitude, etc. » Et Lajousse lui a expliqué. Et l'autre est reparti en disant « J'ai compris. » Et j'ai compris que ce besoin de se réaligner à l'intérieur, etc., était fondamental. Et c'est ça qui vous permettait à la fois de manifester une véritable confiance auprès de vos équipes et à la fois de vous réenraciner pour pouvoir prendre le leadership de votre bateau. Donc, c'était très intéressant d'entendre cette conférence. Alors, je continue. Il y a quelque chose, justement, et là, c'est une ouverture sur l'alignement. Et comment, dans la posture, je n'aurai pas une bonne posture, je ne serai pas capable d'habiter correctement mon costume, vous voyez, si je ne suis pas aligné intérieurement. Vous voyez. Et donc, aligné par rapport à ces ressorts profonds hein, de ce qui m'anime, par rapport à mes valeurs, par rapport à... Est-ce que je suis décalé, est-ce que je suis morcelé dans ce que je fais, ou est-ce que je suis vraiment profondément aligné par rapport à mes aspirations? Et les valeurs, vous savez, les valeurs humanistes et tout ça ont beaucoup de vent en poupe et tout ça, c'est très bien, c'est très... Mais pour moi, la question, elle n'est pas là. En fait, la question, c'est si je porte des valeurs qui sont de réussite, d'efficacité, de performance, etc., et bien c'est OK, en fait. Et je ne vais pas tout d'un coup faire du faux humanisme alors que ce n'est pas ça que je porte. Mais de la même manière, ce serait terrible si, vous voyez, je faisais des choses en disant il faut absolument que je m'agite autour de la performance, etc., si au fond de moi, je suis profondément attaché à des valeurs profondément humanistes. Donc, voilà. Et la question de l'unité, c'est comment j'articule justement les cadres de référence. Alors, je continue, hein, je vais un peu vite, mais... l'autre composante de la posture, c'est la question de la responsabilité. De se dire, dans mon costume, là, au fond, je suis responsable de quoi? Qu'est-ce qu'il m'est demandé d'assumer? Et j'en assume ce qu'il faut, mais pas trop. La juste proportion de responsabilité, c'est-à-dire celle qui véritablement, dans mon job, m'est demandée. On voit parfois des gens qui vont se décaler, c'est-à-dire qui vont se mettre en position, dans une posture de vouloir tout assumer. Non. Le risque, c'est que dans ces cas-là, ils se décalent de la bonne posture. Vous voyez. C'est comme s'ils étaient en dehors d'un costume, ils commençaient à prendre un autre costume, et à force d'habiter tous les costumes, finalement, ils n'en habitent aucun, et à la fin, ça déstabilise l'ensemble de l'organisation. Voilà. Alors après, il y a la question de l'état d'esprit, du mindset, c'est-à-dire, au fond, dans quel état d'esprit je me situe. Est-ce que, dans ma posture, je suis dans un état d'esprit plutôt défensif, offensif, et passif, actif, constructif, critique? Je suis plutôt centré sur mon intérêt personnel ou l'intérêt général, enfin l'intérêt collectif. Et
Comment, dans la posture, comment je vais habiter, c'est quoi l'état d'esprit qui me fait habiter ce costume de James Bond, ce costume de policier, ce costume de leader, ce costume de chef de service. Et au fond, tout ça, en fait, renvoie à la question, vous voyez, qui est beaucoup plus profonde, en fait, que ce qu'on pourrait simplement se dire quand on dit le mot posture au départ. On se dit, oh, bah, c'est une question un peu d'attitude, etc. Et si on regarde l'ensemble de ce schéma-là, au fond, ça vient renvoyer à quelque chose d'une identité professionnelle dans le costume qui m'est demandé. Au fond, quelle part ce rôle que je tiens là a dans mon identité professionnelle? Comment je suis dans ce que je fais et dans ce que je devrais faire? C'est ça la question à laquelle ça me renvoie derrière la question de la posture. Voilà. Donc vous voyez le schéma, vous voyez, en fait tout ça c'est un acrostiche, hein, P-O-S-T-U-R-E-S, parce qu'en fait il peut y avoir plusieurs postures. Voilà. Donc peut-être que vous retiendrez ce schéma. Voilà. La posture c'est vraiment une question de place, d'ouverture, de sens, d'attitude, d'unité, de responsabilité, d'état d'esprit, et qui vient se loger dans un schéma identitaire. Alors je continue pour après qu'on puisse avoir un peu de temps sur ce que je voulais vous dire. La question de la crise. Alors qu'est-ce que c'est que la crise? Oui, la crise c'est un processus, oui, qui comporte des éléments de déstabilisation et de rupture. C'est un processus qui va comporter des déséquilibres, des troubles d'un certain ordre, qui va apporter des troubles sociaux, culturels, etc. Et donc, la crise, elle est porteuse en germe d'une certaine réorganisation, restructuration pour faire émerger une réalité différente. Une crise, en fait, bien sûr, il y a l'instant de la crise, mais parce qu'il y a l'instant de la crise, en germe, elle porte une réalité différente. Donc, c'est intéressant de regarder ça quand on regarde la notion de crise dans cette perspective-là, parce que tout de suite, évidemment, si je vous propose ça, c'est que je raccroche ça à la définition que je vous donnais du leadership, à savoir se situer dans l'au-delà. Donc, quand je vis la crise en me projetant tout de suite dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réalité autre qui pourra émerger, même si cette réalité ressemble beaucoup à la réalité dans laquelle nous étions. Elle ne pourra jamais être complètement identique. En tout cas, tous les DRH, les dirigeants, etc., les patrons que je rencontre, me disent cela, on ne pourra pas être complètement exactement à l'équivalence de ce qui s'était passé avant le confinement. Donc l'intérêt est de se dire comment je fais de cette crise une occasion de réfléchir à cette autre. Voyez. Et si je me mets dans une logique de leader, à ce moment-là, quel est cet autre vers lequel je me dis que ça pourrait être intéressant d'emmener les gens? Est-ce que moi je le porte et j'ai une bonne ou une claire vision, ou est-ce que j'ai envie que ce soit collectivement qu'on réfléchisse à cette autre réalité? Alors, les caractéristiques d'une crise, c'est quoi? En fait, il y a 4 caractéristiques d'une crise. D'abord, on est quand même dans un temps contraint. Ça, le deuxième point, c'est que c'est un moment dans lequel les enjeux sont forts. On ne va pas parler de crise quand on est juste en train de faire une réponse à un appel à projet, à un appel d'offres, etc. Ce n'est pas une crise. Vous voyez. Là, il y a vraiment des logiques de forts enjeux. Il y a aussi une dimension de charge émotionnelle qui est assez importante et qui est beaucoup plus forte que dans, je vais dire, le quotidien. Et puis enfin, et souvent, ce qui se passe dans la crise, c'est qu'il va y avoir une perte de repères. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir quelque chose qui va être tellement bousculé que les repères vont être perdus. Alors, ceci nécessite, quand on est dans une situation de crise, le besoin en cas de crise, il y a besoin de 4 points, à la fois de rapidité, il y a besoin de cohésion, de cadre et de cohérence. D'où l'importance qu'on peut avoir le fait de bien habiter et revêtir les caractéristiques du leader. Vous voyez, parce que en étant à la fois dans la solidité, l'agilité, la conscience et le sens, c'est ce qui va permettre d'apporter ces 4 éléments de cohérence, de rapidité, de cadre, de cohésion pour pouvoir gérer la crise. Alors, je continue. Voilà.
j'ai beaucoup parlé de sens et j'avais envie de vous partager un peu la notion de ce que c'est que le sens. Alors, je suis désolé si vraiment je vous en donne beaucoup, parce que il me semblait important de donner peut-être aussi quelques trucs et astuces, parce que pour l'instant, tout ça, c'est des choses un peu théoriques. Voilà. Et notamment, vous voyez bien, à chaque fois, on revient sur cette question, que ce soit dans la posture, que ce soit dans le rôle du leader, etc. On revient sur cette question du sens, au fond. Et donc, le sens, c'est quoi? Alors, la première chose, c'est que vous avez peut-être tous regardé, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, cette vidéo de quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek, voilà, et qui fait des vidéos qui ont été traduites après aussi en français, etc., qui est absolument passionnante, parce que c'est d'une redoutable simplicité, et alors c'est d'une puissance phénoménale. Je vous invite à aller écouter la vidéo de Simon Sinek. Simon Sinek qui dit au fond, les entreprises, en général, elles savent très très bien ce qu'elles font. Le what de ce qu'elles font, ça, elles savent très très bien le faire. Le how, le comment elles le font, comment elles s'y prennent pour arriver à faire ça, elles ont parfois plus de mal à le faire. Mais ce qui est le plus compliqué pour les entreprises, c'est de dire pourquoi elles le font et au service de quoi elles le font. Et donc, la question clé, la question cœur pour Simon Sinek, c'est de dire, en fait, il faut revenir au why, parce que c'est la raison pour laquelle les gens vous suivront. Ils ne vous suivront pas parce que vous fabriquez des beaux ordinateurs. C'est pas pour ça que c'est pas ça qui va les inviter à leur donner, à donner leur sang, leurs larmes, leur sueur, etc. En revanche, ils vont vous suivre parce qu'ils partagent vos croyances, parce qu'ils partagent ce qui vous anime profondément. Et donc c'est ça que dit Simon Sinek de manière très courte. Hein. Il prend des exemples autour de Apple, il prend des exemples autour des frères Wright qui ont inventé les avions, alors qu'à côté de ça, il y avait un gouvernement qui a mis énormément d'argent pour essayer de fabriquer une machine qui vole. Et les autres ont raté parce qu'en fait, ils étaient guidés uniquement sur leurs moyens, leurs trucs, etc. Alors que les frères Wright étaient portés par une espèce d'ambition, de croyance que ça allait se faire, etc. Et à force d'essayer, d'échouer, eh bien, ils ont réussi. Voilà. Et donc, dans le management ou dans le leadership, il y a vraiment la question du comment je passe de la logique du comment, c'est-à-dire comment on va faire les choses, à la logique du pourquoi on va le faire, d'être animé profondément par ça. Alors, je voulais aussi vous partager de manière beaucoup plus concrète encore la question des significations du mot sens. Et donc, quand on dit « Ah, il faut donner du sens », j'ai souvent entendu des leaders me dire « Mais Guillaume, comment on fait pour donner du sens ?» Alors, je vais vous proposer une technique, un truc, une astuce, puis vous l'apprendrez, vous l'apprendrez pas, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais, voilà. Et pour faire cette technique, en fait, c'est intéressant de repartir de qu'est-ce que ça veut dire le mot sens. Le mot sens, il y a 4 sens fondamentaux du mot sens. Le premier, c'est la signification. Qu'est-ce que veulent dire les choses? Le deuxième, c'est la direction. On s'oriente vers quoi? Le troisième, c'est la question des ressentis. Le mot sens, au sens de, qu'est-ce que je ressens? Et puis, le quatrième sens du mot sens, ce sont les 5 sens. Vous voyez, le goût, l'odorat, le toucher, etc. Et quand on revient à cette définition, à ces sens du mot sens, eh bien, il y a 4 manières que vous pouvez traduire de ça pour faire véritablement, pour donner du sens à ce que vous faites. La question, ça va être la question suivante. Quand je fais et que je dis quelque chose auprès de mes salariés, auprès de mon équipe, etc., premier point, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais les aide à comprendre? Voilà. Est-ce que ce que je fais, ça aide à comprendre? Ça, c'est le lien avec les enjeux. La deuxième question, c'est est-ce que ce que je fais, ce que je dis, les aide à se projeter? Et ça, c'est le lien avec la vision. La troisième question, vous pouvez vous dire, c'est dans ce que je dis, dans ce que je fais, est-ce que ça va les aider à se sentir touchés par quelque chose? Ça, c'est le lien avec les valeurs. Et le quatrième point, c'est est-ce que ce que je fais, ce que je dis, les aide à agir? Et ça, c'est le lien avec les ambitions, quelque chose qu'il faut vers quoi on va se projeter. Et vous voyez, si
quand vous agissez, quand vous agissez comme leader, vous voyez, vous vous posez ces 4 questions-là, c'est-à-dire ce que je vais faire, ce que je vais dire, etc. Est-ce que ça va aider à comprendre? Est-ce que ça va aider à se projeter? Est-ce que ça va aider à se sentir touché, vous voyez, parce que même ne serait-ce que dans la manière dont je vais m'y prendre. Et est-ce que ça va permettre aux gens d'agir? Si je fais des grands raouts en disant ne vous inquiétez pas, la crise va disparaître, merveilleux, un monde radieux s'ouvre à nous, les gens vont dire mais je veux bien le croire, mais c'est quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc c'est pour ça que cette 4e question, elle est aussi fondamentale. Et elle est très liée avec cette question des 5 sens. Donc, voilà un truc, une astuce, vous voyez, c'est une toute petite grille, qui permet de regarder ce que je vais faire en tant que leader pour le passer à l'aune de cette grille-là. Alors, le dernier point que je vais vous dire, et puis après on partagera, la posture du leader en situation de crise. Bon, voilà. Alors, d'abord, vous avez bien compris qu'il n'y avait pas une posture, il y a des postures, parce que toutes ces postures sont liées à la question de quelle place je vais prendre, à quel moment, etc., comment je vais m'ouvrir ou pas, ou est-ce qu'il vaut mieux que là, pour le coup, je reste bien fermé, etc. Et donc, ce que je voulais vous partager, c'était le leader, vous voyez, quelque part, il peut activer 3 registres, en fait, de posture. Il y a le registre de la fermeté, c'est un donneur d'ordre. Il y a le registre de la compassion, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui se met en ressources et en relation. Et puis, il y a le registre du cap, c'est-à-dire celui qui porte le sens. Vous avez remarqué à quel point je suis un tenant du sens. Ça revient partout. Mais c'est fondamental. En fait. Dès qu'on parle de leadership, on ne peut pas faire autrement que de parler de sens. Et ces 3 postures, vous voyez, alors le sens doit intervenir partout, partout, partout. Et quand je suis dans une posture de leader, justement, en situation de crise, au fond, je vais adapter ma posture, vous voyez, entre directivité et écoute soutien. Il y a des moments, au tout début de la crise, où je vais être dans la directivité. Il va falloir que je pose un cadre. Et les gens ont besoin, parce qu'ils sont perdus, ils n'ont plus de repères. Donc le seul repère, ça devient moi. Et puis, je vais commencer à lâcher prise et à commencer à plus être dans l'écoute. Mais je vais revenir rapidement à des moments où je vais redonner de la directivité, mais peut-être de manière un peu moins puissante. Et puis, je vais relaisser, vous voyez, de l'écoute, du soutien, des groupes de travail, etc. Et je vais reprendre après la main pour retrancher. Mais plus je vais avancer, moins je vais être présent dans ce qui se passe, parce que au fur et à mesure, j'aurai donné le sens, j'aurai donné le cap, et donc je vais faire que ma fermeté, ma directivité va être de moindre importance. Mais par exemple, ce patron de cabinet d'expertise comptable, eh bien, très vite, il a pris la parole auprès de tous ses salariés, ils sont 250 dans cette zone, parce qu'en fait, c'est un très grand cabinet sur la France, donc celui auquel je pense, c'est quelqu'un qui est sur la région Rhône-Alpes. Très vite, il a pris la main, vous voyez, il a lancé des messages très rapidement, etc. Puis après, ils ont commencé à lancer des moments dans lesquels les gens pouvaient un peu partager. Puis après, il reprenait quand même la main, il redonnait des indications sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre, etc. Et puis petit à petit, les choses, vous voyez, y allaient. C'est pareil, le leader dont je parle de cette entreprise formidable dans les matériaux de construction qui est basée à Toulouse, là, une formidable entreprise avec une équipe de direction qui est en train de retransformer cette entreprise, eh bien, ils se sont dit, voilà, on va cadrer, on va donner des grandes directives, on va dire qu'on s'y prend par Zoom, par Teams, machin, etc. Et puis petit à petit, ils ont commencé, eux, par exemple, à dire, on va profiter du confinement pour commencer à réfléchir à notre vision. Et on ne va pas le faire juste parce qu'en fait, leur patron, leur DG est un patron très charismatique, très visionnaire, mais lui-même a dit, non, j'ai envie d'associer la totalité de mon équipe de direction à ça. Alors même qu'il portait des tas de choses, en fait. Mais il a dit, non, je vais commencer à associer. Et après, il a repris un peu les choses. Après, il a réouvert, puis on va réassocier un peu plus l'ensemble de l'entreprise à cette question de la vision. Vous voyez, il y a cette question de variation comme ça. Voilà. Je m'arrête là, parce que ça fait quand même 3 quarts d'heure que je vous parle, et vous êtes
beaucoup à m'écouter et je vous en ai balancé plein. Mais vous voyez, mon idée, c'était de vous donner plein de choses pour voir qu'est-ce que vous aviez envie de prendre, en fait. Hein. C'était, voilà. Quelles sont vos réactions? Voilà. Boum, on a pris plein la tête. Non, bah moi j'ai été, merci, je pense que ça aide vraiment à la réflexion. Moi, ce que je retiens là à première vue, c'est que du coup le leader est très lié d'une part donc aux éléments de sa posture qu'il adapte et à la notion de sens. Et je trouve ça intéressant de se poser la question à chaque fois de nos actions et nos discours permettent-elles d'aider à comprendre, à se projeter, à être touché et permettre d'agir. Et je pense que voilà, ça c'est vraiment une. Enfin moi, je trouve que ce sont des outils qui peuvent être intéressants. Alors on m'avait déjà parlé de Simon Sinek, je sais pas comment on dit. Alors je suis pas encore allée voir les vidéos, mais du coup, comme vous en reparlez, ça fait plusieurs fois que je l'entends là depuis le début du confinement. Donc je vais vraiment m'y intéresser un petit peu plus. Voilà, moi. Je t'enverrai le lien. Je peux t'envoyer le lien vers sa vidéo. Ouais, d'accord, très bien, volontiers. Ouais. Ouais. Je vais mettre mon adresse mail. Non, il faut que ça infuse un peu là tout ce que. C'est sûr, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas juste d'être en réaction, mais peut-être, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels, évidemment, ça ne répond pas à vos attentes? Et donc, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous vouliez partage, etc. Bah, pour ma part, moi, ça tombe à point nommé. Alors, j'ai beaucoup aimé l'aspect différencier la rapidité et la durée, parce que là, on est plutôt dans l'ultra-réactivité dans laquelle on s'épuise, en fait, tout simplement. Donc, la nécessité de se retirer, de poser les choses et également de savoir... et puis, bah, voilà, celui qui fait, c'est celui qui a raison. Donc, si on n'est pas là, eh ben, la personne aura au moins pris en charge. Du coup, nous, on a un outil qui s'appelle le projet d'établissement, qui est un outil obligatoire, réglementaire, et qui va permettre voilà, de repenser au sens, aux valeurs. Et je pense qu'on est en train de le réécrire. On devait le faire avant le confinement. Normalement, on aurait dû le rendre en juin. Et là, c'est quelque chose sur lequel on va travailler à la rentrée. Et ça peut permettre justement de redéfinir ce nouveau modèle, cette nouvelle identité. Donc, pareil, hein, les vidéos, je pense que je vais aller m'en inspirer. Mais c'est peut-être l'occasion de se saisir de ça. C'est pour ça que c'est vrai, c'est qu'un projet d'établissement, un projet là, de service, etc., ça, c'est vraiment quelque chose qui est de nature. Au fond, le résultat, j'aurais envie de dire, quand on fait un projet d'établissement, est moins important que le cheminement pour y arriver. Que le chemin, tout à fait. Et alors, quand je dis le résultat est moins important, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le résultat permet après d'éclairer les gens qui rentrent, pour leur permettre de dire, voilà. Mais quand même, le cheminement est très, très important, parce que c'est ça qui nous permet de se mettre en alliance, en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres réactions Alors moi, je connais Simon Sinek depuis, ça va faire bientôt 3 ans, bientôt 4 ans. Le why, alors pour moi, c'est une révélation déjà à l'époque. Quand je parle à mes collaborateurs ou mes alternants, enfin, voire même à mes clients, je leur dis tout le temps pourquoi. Il faut se poser cette question. Viendra le comment, en effet, et le reste, mais le pourquoi est fondamental. Pourquoi on recrute, pourquoi on manage, pourquoi ça marche pas, etc. Ça, c'est devenu mon credo. Donc, je suis bien inspiré, a priori, c'est bien. Ça va. Ma question, par contre, sera plutôt pour la sortie de crise avec les potentielles équipes. Est-ce qu'on le fait en individuel ou en collectif? Qu'est-ce qui est le plus adapté? Ok. Ce que tu appelles la sortie de crise? Grosso modo, leur faire passer le message, on va prendre l'exemple du sens, hein, tout ce qui est signification, direction, ressenti et ou 5 sens, pour que les gens se posent les bonnes questions, c'est le cas de dire. Est-ce qu'on leur explique individuellement, voilà où on veut aller, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ressens, comment tu penses agir? Est-ce qu'on leur fait faire en individuel ou en collectif? Moi, je peux partager mes éléments de réponse. C'est qu'en fait, moi, ma croyance, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vraie réponse à ça.
forcément. Parce que c'est justement, encore une fois, qu'est-ce que tu portes. Et encore une fois, moi, vous voyez, par exemple, je trouve qu'il y a parfois un terrorisme du tout participatif, hein, aujourd'hui. Voilà. Et je parle d'un terrorisme parce que il y a des leaders qui sont très bons leaders en guidant, en posant et en disant ce qu'ils veulent, quoi. Et qui sont très malheureux et qui donc ne sont pas dans la bonne posture, qui ne sont pas adaptés quand tout d'un coup ils veulent absolument, parce qu'il y a un terrorisme ambiant qui dirait qu'il faut absolument faire du participatif, mettre tout le monde ensemble, etc. Et qu'ils n'ont plus du tout adapté, en fait. La vraie question, c'est comment, si je suis plutôt un leader comme ça qui porte par moi-même les choses, comment je le fais d'une sorte, parce que si je fais ça pour vraiment entraîner tout le monde, comment je le fais d'une manière telle que je ne perde pas tout le monde, en fait, et que tout le monde soit bien raccroché à moi, en fait. Tu vois. Donc, la sortie de crise, tu vois, si toi tu portes quelque chose qui est de nature très, je veux dire, de nature à rassembler, alors j'aurais envie de dire, c'est toi qui poses. Et les gens suivront, enfin, tu vois, et si tu leur ouvres le champ d'avoir la possibilité de questionner, éventuellement de remettre en question, et je fais très attention à moi, remettre en question n'est pas remettre en cause. Hein? La logique de remettre en cause, c'est accuser. Ça, c'est pas OK. Remettre en question, c'est questionner. Ça, c'est OK. Je peux questionner ce que tu poses, tu vois, ce que tu proposes là, etc. Je peux le questionner, etc. Et tiens, je vois que tu es attentif au questionnement, et donc c'est super. Après, si on est dans une habitude, dans un fonctionnement dans lequel on a l'habitude de fonctionner très en collectif, parfois ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui pose quelque chose, tu vois, pour sortir de la crise. Et parfois, on attend justement, parce qu'on était dans la crise et c'était bien d'avoir un guide qui était très solide, et bien là, c'est le leader dans son agilité qui va être sollicité. Il y a quelqu'un qui va dire, ok, voilà, maintenant, on commence à en sortir, ben, on va le faire tous ensemble, on va y réfléchir ensemble. Donc tu vois, c'est terrible hein, de dire ça, mais c'est peut-être trop facile. Mais c'est pas par facilité que je le dis, tu vois. C'est parce que je dis qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à ça. C'est qu'en fait, la vraie réponse, elle est dans ok, je reviens à faire ce travail sur moi. Sur qu'est-ce que je porte, en fait. Et de quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et quelle est l'ambiance dans laquelle je suis, les gens avec lesquels je travaille, etc. Mais encore une fois, méfions-nous du terrorisme, du tout participatif, parce qu'il le faudrait, vous voyez. Moi, je porte ça très fortement, c'est dans mes gènes de porter très fortement la dimension de l'accueil, de la dignité de la personne, de la joie des personnes, etc. Mais ce serait une erreur de dire que ça ne passe que par le côté très vraiment participatif, dans lequel on fait des tas de groupes, des machins, etc. Parfois, au contraire, c'est de nature à noyer, à perdre les gens, en fait. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est une non-réponse. Est-ce que ma non-réponse répond? Oui, non, mais ça va. Ça peut comporter un certain nombre de points de vue sur lesquels je suis d'accord, où il faut s'adapter constamment, de toute façon. En fonction de qui, quoi, comment, pourquoi. C'est ça. Merci. Super. Est-ce que vous avez d'autres points, d'autres questions? Bruno, comment tu réagis à tout ça? On s'est vu plusieurs fois déjà dans des ateliers Cobiz. Oui, donc moi je reste toujours pas perplexe, mais on en a souvent parlé du why et de comment on l'appliquait. Expliquer à des gens quel était le service d'une peinture, c'est pas toujours. Enfin, quel était le rôle de l'entreprise pour fabriquer des peintures, c'est pas toujours complètement évident. Je sais pas, je me trompe sûrement, mais quand on travaille avec du personnel handicapé, ou enfin quand on remet du personnel handicapé au travail ou autre, je pense qu'on comprend mieux le why.
Donc voilà, moi je reste toujours très, très difficile avec ça. Et c'est vrai que, pour reprendre un petit peu les propos précédents, moi je joue beaucoup, mais c'est en fonction de la population que j'ai en face de moi, entre, je sais, ceux qui ont besoin d'être complètement sous une emprise de tu vas là, tu y vas, point. Voilà. Et puis il y a ceux à qui on dit, ben, globalement, tu n'as qu'à aller par là et puis tu vas trouver de quoi t'intéresser dans ton boulot. Donc voilà, c'est souvent cette balance-là que je travaille. Après, il y a un truc qui, c'est très différent en fonction des nationalités aussi. On a quand même pas mal de nationalités dans l'équipe, et on n'a pas du tout la même façon de diriger un Mexicain ou un Russe, par exemple, ou un Américain, et même un Américain et un Canadien ne réagissent pas de la même façon. Alors un Français et un Hollandais, c'est le jour et la nuit, on en avait parlé à l'époque aussi, hein, de la fusion des deux entreprises. Et donc je joue sur différentes postures en fonction du public, en fonction de la langue que j'utilise aussi, parce que je ne peux pas parler de la même façon à des Français. À des Français, j'arrive à aller plus loin dans l'émotion, par exemple. J'ai beaucoup plus de mal en anglais parce que même si j'ai l'impression de parler anglais toute la journée, il y a des choses que je ne sais pas dire sur de l'émotionnel. Et donc, c'est la difficulté que j'ai aujourd'hui quand le groupe commence à prendre de l'ampleur, c'est de me dire, est-ce que je suis aussi encore la bonne personne, parce que justement, j'arrive plus à faire passer un certain nombre de choses devant. J'arrive à discuter émotion quand j'ai 4-5 personnes peut-être, mais dès que j'ai plus de monde, j'y arrive plus aussi. Donc, est-ce que je suis encore à ma place aussi? C'est la question que je dois me poser aujourd'hui, qui peut être liée à l'âge que j'ai, au changement que j'ai autour de moi dans ma vie perso, et de me dire, bon, ben voilà, est-ce que je suis encore aussi, ou est-ce que j'ai envie de passer ce cap aussi? Est-ce que j'ai l'envie de le faire? C'est une question qu'on s'était posée avec Guillaume il y a quelques temps, quand on avait justement fait cette même si on n'a pas directement travaillé ensemble, hein, Guillaume, hein, mais on s'est croisés à différents trucs où moi, il y a des marches à passer. Et à un moment, dans mon cas, 56, 57 ans, tu peux te poser la question aussi du est-ce que j'ai envie de la passer, cette marche? C'est une question. Alors, tu vois, sur la question du why, moi j'avais été très marqué quand tu m'as présenté ton entreprise en disant on fait des peintures qui sont un peu particulières parce qu'elles sont moins impactantes pour l'environnement, etc. Mais beaucoup plus profondément que ça, tu vois, j'avais été marqué par le fait que vous faisiez une peinture qui permettait de tracer des lignes par terre, par exemple, pour des terrain de foot, images de foot, terrain de foot, etc. Et tu vois, je me dis, vous fabriquez quelque chose qui permet de donner un cadre pour permettre à des collectifs d'agir à l'intérieur. Et tu vois, je trouve que c'est très intéressant, tu vois, et quand on commence à se dire, mais finalement, nous, on est au service de permettre aux gens d'avoir le bon cadre d'action collective, ça commence à devenir, je ne dis pas que c'est ça le sens de votre entreprise, bien sûr, mais tu vois, il me semble qu'il peut y avoir un why qui aille au-delà du simple côté technique dans lequel je suis. Bon, je vous ai dit jusqu'à 12h30, il est déjà 35. Est-ce que vous avez une dernière chose que vous voulez ajouter? Parce que je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Merci en tout cas pour tout. Hein. Oui, vous remercier pour tout ce que vous nous avez apporté. Et moi, je pense que ça va mûrir et je vais y repenser et sûrement l'exploiter. Merci beaucoup. Merci pour le lien que vous avez envoyé. Oui, je vous enverrai, j'ai vu que vous avez mis, donc je vous enverrai ma présentation en format PDF. Et alors, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont impactés par la crise, etc., n'hésitez pas à les renvoyer vers Accompagnement Solidaire. Je vous fais quand même, vous m'accordez encore 1 minute pour vous expliquer Accompagnement Solidaire, parce que là où c'est très original, c'est que nous accompagnons des professionnels. Donc, entre professionnels, on fait toujours un contrat. Nous affichons quel est le prix marché pour être sûr de ne pas
ne pas dire on fait une espèce de sous-main de coaching ou je ne sais pas quoi. On avise le prix marché de notre accompagnement. Et là où c'est solidaire, c'est que nous laissons la liberté intégrale, non jugée, à la personne de choisir la contrepartie. Donc, on va dire, par exemple, écoutez, ça fait 4 séances d'1h30, ça va vous coûter 2 000 €. Enfin, ça ne va pas vous coûter 2 000 €. Le prix marché, ce serait 2 000 €, par exemple. Eh bien, on a 2 colonnes avec la contrepartie financière, contrepartie non financière, et la personne choisit. Elle dit, contrepartie financière, moi, écoutez, j'étais restaurateur, j'étais complètement impacté par la crise, etc. Je peux vous payer que 1 € symbolique. C'est OK. Je peux vous payer que 10%, 200 €. C'est OK. En fait, je n'ai pas envie de vous payer vous. Je voudrais faire un don à une association en échange du temps que vous me consacrez. C'est OK. Et puis, ou ça peut être le contraire, ça peut être non financier. Ça peut être écouté, tiens, je suis expert comptable, je suis tout seul, hein, je ne suis pas dans un grand cabinet, etc. La crise fait que la plupart de mes clients sont morts, etc. J'ai plus rien. Enfin, mais je peux vous rendre service, si vous voulez. Le coach, je peux vous rendre service. C'est OK. Ou bien alors, je peux faire quelque chose, moi, pour mettre au service d'autres personnes à titre solidaire. C'est OK. À partir du moment où vous faites quelque chose en contrepartie, quoi que ce soit, on l'accueille. Et ensuite, on fera avec vous 4 séances, enfin, entre 1 à 4 séances. Voilà. Mais on ne va pas au-delà, parce qu'un coaching normal, c'est 8, 9, 10, jusqu'à 12 séances maximum. Et on ne veut pas justement prendre entre guillemets, le marché des coachs. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, écoutez, au bout de 4 séances, on s'arrêtera. Si ça vous a intéressé le coaching, je peux vous donner des recommandations et ce ne sera pas avec moi. Je ne suis pas là pour vous hameçonner, vous voyez, pour vous dire bonjour, je vous fais un peu de gratuit. Et puis quand vous êtes bien hameçonné, là maintenant, il va falloir payer. Surtout pas. Et en fait, c'est le premier point de notre charte éthique, en fait. Donc je vous inviterai à aller regarder le site Accompagnement solidaire. Donc là, aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus vers aussi de l'accompagnement d'entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui sont impactées, aussi fragilisées ou en difficulté. Voilà. Et on a inventé aussi, mais je ne vais pas avoir le temps de vous l'exposer là, mais un modèle solidaire très très original, déstabilisant en général pour les clients, parce qu'en gros on leur dit, écoutez, voilà, vous pouvez demander une réduction solidaire, c'est vous qui la choisissez. Oula. Mais je vous expliquerai ça si ça vous intéresse. Voilà. J'en fais pas plus, mais en tout cas allez voir Accompagnement solidaire, voilà, faites-le connaître, parce que c'est vraiment pour être au service des gens et pour permettre à des gens de rebondir, repartir, etc. Et c'est vraiment important. Merci beaucoup. Merci. 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 À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.